Sergueï Lavrov le dit, la guerre nucléaire est dans la tête des Européens, pas des Russes. Et puis il y a une phrase qui a retenu notre attention, Armelle, l'Occident nous écoute mais ne nous entend pas. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup parce que c'était important que la position russe s'exprime. On est dans un conflit et quand on veut à un moment donné que les choses se tassent, il faut effectivement que les uns et les autres prennent le temps d'écouter. Sergueï Lavrov, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est au pouvoir, je viens de regarder, depuis 18 ans précisément. En fonction. En fonction, voilà. Mais du coup, ça l'amène à avoir une compréhension des éléments, ça l'amène à savoir parler, à savoir structurer, du coup, sa démarche. Et lorsqu'il explique effectivement que l'Occident ne comprend pas, il refuse en fait qu'il y ait une guerre entre Poutine et l'Ukraine, en quelque sorte, et il met cela au-delà. Et c'est justement ça, ce que le président français tout à l'heure disait, non, c'est l'inverse, on est effectivement directement avec Poutine, c'est cette position qui est de dire finalement, aujourd'hui, nous sommes isolés. Et on est isolés parce que toutes les lignes rouges que l'on a posées, on n'a pas été entendus. On n'a pas été entendus sur la question de l'Ukraine, comme étant en fait un endroit dans lequel on ne voulait pas qu'il y ait une menace occidentale qui puisse se mettre en place. C'est ce fameux élargissement de l'OTAN vers l'Est, notamment vers la Pologne et la Roumanie, qui a posé tant de problèmes ces dernières années. L'Ukraine, c'était vraiment peut-être la dernière ligne rouge pour Vladimir Poutine. C'est tout à fait sa dernière ligne rouge. En reprenant effectivement un peu d'histoire, c'est-à-dire qu'au départ, quand cette alliance naît, c'est effectivement pour avoir ce rempart avec la Russie qui vient en fait de s'affaiblir. On est à la sortie donc au moment où le mur tombe et on a cette Russie qui est un peu faible. Et il y a cette fameuse promesse de ne pas s'élargir, mais alors les termes aujourd'hui sont discutés. Finalement, que ce qu'ont dit les Occidentaux à ce moment-là à la Russie, il n'y a pas de texte véritablement écrit. Sur quoi on se base en fait? On se base sur le fait que quand les Russes disent on veut avoir une sécurité, on veut avoir une profondeur stratégique, on veut donc du coup avoir des pays qui ne nous sont pas hostiles à côté. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple la terminologie sur le nucléaire. C'est vrai que les Russes ont réécrit en fait, il y a fait allusion à un moment donné, la doctrine sur le nucléaire en 2020, vu les contextes, j'ai pris le temps de le relire, et on voit que les choses sont posées noir sur blanc. Et donc, ils écrivent effectivement qu'à partir du moment donné où des pays arrivent sur leurs frontières, et que même s'ils sont en armes conventionnelles, mais leur sont hostiles et leur sont plus nombreux, dans ces cas-là, l'usage et la réflexion de l'arme nucléaire, elle est envisageable. Donc, ce sont des choses qui sont montées et sur lesquelles ils ont écrit les choses. C'était en 2020, nous sommes maintenant en 2022. Pareil, la précision russe sur la notion effectivement de l'utilisation de l'arme nucléaire, qui est de rappeler que l'OTAN n'est pas une alliance stratégique. C'est exact. Souvent, on entend l'OTAN est une alliance stratégique. Mais le nucléaire reste à la main des États souverains. C'est pour ça que, en fait, il l'a dit, ce sont les Américains qui ont l'arme nucléaire. Donc, c'est eux qui peuvent l'utiliser. Il y a deux pays qui ont l'arme nucléaire. C'est le Royaume-Uni, qui en l'occurrence aujourd'hui peut effectivement s'en servir, mais ne peut pas le faire techniquement s'il n'a pas l'accord des Américains. Il y a un pays qui fait ce qu'il veut, c'est la France. Nous sommes souverains. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que le nucléaire n'est pas dans l'OTAN? Tout simplement parce que dans ces cas-là, on n'a pas à le déclarer. Aujourd'hui, le président français élu, quel qu'il soit, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit sur le nombre de missiles que l'on a, où est-ce qu'on a, où sont nos sous-marins nucléaires, puisque nous sommes en alerte permanente prêts à tirer, où sont nos Rafales, ou nos Mirage 2000, on n'a strictement rien à dire. Donc c'est là-dessus en fait qu'on revient sur cette menace. Et ça montre en fait la problématique russe aujourd'hui, qui est de dire nous voulons avoir du bilatéral les uns avec les autres, mais ne positionnez pas l'OTAN trop près et ne positionnez pas un OTAN nucléarisé face à nos portes. Et on va justement écouter un extrait de cette intervention de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui nous parle justement de ces menaces, ou en tout cas de cette menace de l'OTAN en Ukraine potentiellement. Écoutez. Nous ne pouvons pas admettre les menaces venues d'Ukraine contre la Russie. L'Ukraine veut à tout prix intégrer l'OTAN. Et l'OTAN ne tient pas sa promesse de ne pas s'élargir davantage. Ils renforcent leur propre sécurité au détriment de celle des autres.
Alors il y a évidemment beaucoup de choses à retenir, Armel, sur cette heure d'intervention, notamment sur les accusations de génocide de Russes dans le Donbass. Sergueï Lavrov le dit, nos partenaires européens ne nous entendent pas. Il cite notamment la France et l'Allemagne. Alors il y a eu 14 000 personnes tuées aujourd'hui dans le Donbass entre 2014 et maintenant. C'est, soyons clairs, une guerre oubliée. C'est une guerre sur laquelle tout le monde a fermé les yeux parce que ça arrangeait tout le monde. C'est un conflit larvé. C'est un conflit larvé. Où il y avait peut-être quelques morts chaque semaine, mais ça a duré comme ça pendant 8 ans. Malheureusement, en diplomatie, il faut aussi avoir quelques lâchetés. Parfois, ça permet d'éviter d'aller directement à l'affrontement. Donc sur ces questions-là, donc, il y a eu effectivement qu'on a véritablement, nous les Européens, un peu fermé les yeux. On a fermé les yeux, bien sûr, sur ce qui se passait. Et ça arrangeait les Russes. Parce que du coup, ils n'ont pas non plus donné particulièrement besoin. Il y avait des accords de Minsk qui devaient faire en sorte que, du coup, le président ukrainien devait discuter avec les séparatistes. Les Russes avaient choisi d'être dans une position où ils avaient dit nous, on ne fait pas partie du conflit, on n'est pas dans ces accords-là, ce qui était quand même un peu faux parce qu'ils étaient quand même rentrés aussi. Mais l'un dans l'autre, tout cela tenait. Tenait mal, mais tenait. Or, aujourd'hui, il y a eu des massacres, effectivement. Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser le terme de génocide? Il est certainement trop fort. Ce sont des enquêtes, en clair, qui permettent d'avoir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre effectivement qu'il y a cette position russe qui est de regarder ce qui se passe sur des personnes qui considèrent être un peu comme eux. Et donc aussi, il y avait une allusion sur le fait que la langue russe ne soit plus utilisée, qui pour eux a été effrayant en disant mais on doit utiliser toutes les langues. Alors c'est certainement pas ça qui a amené à une invasion, effectivement, de l'Ukraine. Mais on entend effectivement, du coup, la difficulté avec ça. L'autre problème majeur que soulignent les Russes, c'est toute cette classification de l'Ukraine qu'on dit dénazifiée et qui est largement repris par Lavrov, alors qu'on pourrait s'imaginer qu'à un moment donné, ça soit aussi un peu abandonné, parce qu'il dit, là, vous ne nous écoutez pas et vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Là encore, un petit peu d'histoire, là, quand il y a une guerre aujourd'hui qui se met en place, le risque qu'il y ait en place des milices pro-nazis en Ukraine existe. Elles ont eu lieu, effectivement, on l'a vu en 2014, c'était les milices d'Azov qui effectivement arboraient une croix gammée et qui du coup intervenaient. Le risque est extrême aujourd'hui parce que vous pouvez avoir des milices qui se ressurgissent et qui du coup appellent, j'allais dire, tous les néo-nazis d'Europe ou du monde à venir combattre sur place. Et en fait, ce risque-là, simplement ce qu'on peut répondre, c'est qu'il est aussi porté par les Russes qui, lorsqu'ils appellent des troupes tchétchènes, les troupes du Daghestan, ou lorsque on pense qu'il peut y avoir Wagner qui vient intervenir, ça fait partie effectivement des mercenariats qui n'ont sans foi ni loi et qui arrangent bien les États. Mais il dit que cette question-là fait que du coup ils ne se sentent pas assez écoutés par les dirigeants, que ce soit le chancelier allemand ou que ce soit le président Macron, dont il attend quelque chose. Mais s'il a signé effectivement, s'il a signalé que Nicolas Sarkozy avait obtenu quelque chose en Géorgie, il a laissé la porte ouverte là au président Macron, sachant que comme c'est un président en campagne, il ne veut pas trop faire de cadeaux non plus aux Français. Et il lui a un peu tapé dessus lorsqu'il a dit que Emmanuel Macron disait que le nazisme s'épanouit en Ukraine, que ceci est un mensonge. Il l'a répété à 2 reprises, que le président français se trompait sur ce point-là précis. Et il faut peut-être rajouter aussi, parce qu'on comprend peut-être mieux la position russe, que le président Macron était en fait ministre des Finances sous François Hollande, au moment où la France a barré le contrat qu'on signait avec eux, où on leur vendait le BPC, le porte-hélicoptère, et que donc du coup ça aidait bien les Russes. La France a pris une vraie décision à ce moment-là en disant nous respectons des engagements puisque nous avons pris position par rapport à la guerre en Ukraine. Est-ce que effectivement les Russes qui ont la mémoire longue font payer au président français élu ce qu'il a effectivement vu passer sous son nez à ce moment-là? Ça fait partie des possibilités. Merci.